Salut Sophie. Et salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on met du soleil et de la couleur dans cet épisode, puisqu'on parle de peinture, et c'est même pas fait exprès. Comment ça va Sophie ? Un peu fatiguée, mais on va faire aller. Je te comprends, ce sont de longues journées que nous vivons, je pense. C'est ça. Bon, et toi ? Eh ben écoute, ça va bien, on a sorti cette short communication la semaine dernière, je suis très content. Et puis j'espère que les gens trouveront le sujet intéressant. Mm-hmm. Mais voilà, il y a plein de trucs, je travaille sur pas mal de conférences en ce moment, donc on ne s'arrête jamais. Bon, tant mieux, moi ça fonctionne. Sauf pour le courrier de la Sterne, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler d'estampes japonaises. Rien que ça. Oh. Et du coup, est-ce que tu veux commencer ? Et toi, tu parles de peinture aussi ? Mais oui, moi aussi. Moi, je vais vous parler de peinture par un artiste finalement qui est assez connu et assez récent. Alors, je sais pas de quand datent tes estampes japonaises, mais moi, ça date uniquement du siècle dernier. Et justement, voilà. On va partir pour l'ère Edo. L'ère Edo qui est un peu l'ère la plus connue finalement lorsque l'on parle du Japon féodal, qui s'étale de 1603 à 1869, donc finalement la fin de cette ère et le début de l'ère Meiji. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'ère Edo va être vraiment représentative d'énormément de mouvements picturaux qui vont d'abord être originaires de Chine et qui vont être conduits sous une gigantesque école qu'on appelle l'école Kano. C'est elle qui va prédominer tout au long de cette ère Edo. Une école qui va donc connaître plusieurs influences. La toute première, c'est l'influence du Sumiye et du Yamato-e. Alors, je ne sais pas si on prononce le E ou le I, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que cette école, elle mélange des dilutions de noir et des couleurs qu'on va retrouver beaucoup plus intenses, beaucoup plus chatoyantes du Yamato-e. Le problème, c'est que cette école, elle est quand même réservée aux gens les plus fortunés. Quand je dis aux gens les plus fortunés, c'est les gens qui peuvent se permettre de se payer ce genre d'œuvre. C'est là que va sortir finalement un troisième mouvement, même si on ne peut pas vraiment appeler ça un mouvement, qui s'appelle l'ukiyo-e, qui signifie image du monde flottant, et qui aura pour objectif en fait d'être beaucoup plus modeste, de dépeindre davantage la vie quotidienne, et qui va finalement assez vite rentrer dans un centre, on va dire, de commercialisation. C'est-à-dire qu'on va commercialiser en masse certaines productions. Et il y a un sujet qui va nous intéresser, qui va naître également à cette période-là. Donc c'est vraiment pour l'art pictural japonais une énorme période de diversification. On va avoir ce qu'on appelle le kachoga. Et le kachoga, ça signifie littéralement image de fleurs et d'oiseaux. Il apparaît à la fin du XVIIIe siècle, on est toujours dans le cadre de l'ukiyo-e, et il va bénéficier ce kachoga qui a pour objectif donc de représenter les fleurs et les oiseaux, et on fera quelques petites apartés sur quelques créateurs et sur quelques peintres d'ici quelques instants. Il va se reposer sur le nishiki-e qui s'appelle aussi l'edo-e et qui a été inventé par Okumura Masanobu. C'est une technique de mise en couleur, gravure polychrome, où domine le rouge foncé et le vert, mais qui peut quand même comporter jusqu'à plusieurs couleurs, 6 couleurs pour être tout à fait correct. Et pareil, on en fait du tirage commercial, et c'est grosso modo les estampes japonaises que vous connaissez, tout simplement. Ce nishiki-e, c'est vraiment le début justement de la démocratisation occidentale, qui sera plus tardive, bien sûr, que la création de ces estampes, puisque l'Occident découvre ces estampes finalement au début de l'ère Meiji, c'est-à-dire au moment où le Japon se désintéresse progressivement de la peinture pour davantage flirter avec la photographie. Voilà. Donc, des mouvements qui représentent justement toujours ces images de fleurs et d'oiseaux.
Et on a évidemment quelques noms assez importants qui vont justement faire référence à ces différents mouvements du Kachoga ou de l'Ukiyo-e. Et il y en a un que vous connaissez forcément, c'est Katsuhika Okuzai, à qui on doit la fameuse grande vague de Kanagawa. Vous savez, cette grande vague avec en arrière-plan le mont Fuji, eh bien c'est ce monsieur qui aura inventé ce tableau qui s'appelle donc une des 36 vues du mont Fuji et la grande vague de Kanagawa, qui fait donc partie de cet ensemble de peintures. Et pour la petite histoire aussi, c'est à lui qu'on doit le mot manga. Voilà. Oui. Le mot manga qui vient justement d'Okuzai et qui est davantage connu par les plus jeunes ici. Et oui, on a Kitagawa Utamaro également qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement important. Hiroshige Utagawa qui est lui aussi quelqu'un qui va être très important. Et ce qui est super intéressant avec ces œuvres, c'est qu'on est capable de retracer avec les différents traits qu'il va y avoir, les différentes caractéristiques que les peintures vont avoir, eh bien, une espèce en fait d'école qui vont les démarquer progressivement. Utagawa Hiroshige, par exemple, il était de l'école de Kubota Schumann, et si on compare les deux peintures, eh bien, on peut voir l'évolution en fait de ces estampes au fur et à mesure du temps, et ce sont parfois des grands créateurs d'estampes. Par exemple, Utamaro Kitagawa va réaliser plus de 200 œuvres pour le l'Ukiyo-e, et plus tardivement, très tardivement même, on quitte l'ère Edo pour l'ère Meiji. On a Ohara Koson qui lui va réaliser plus de 350 estampes, et les deux noms que j'ai cités, ce sont deux très grands représentants du mouvement Kachoga, et si vous avez affaire généralement à des estampes japonaises, eh bien vous aurez affaire à ces deux personnes, puisque ce sont des personnes qui représentaient la flore et la faune, et surtout les oiseaux. C'était pas uniquement réservé aux oiseaux, le Kachoga, on pouvait également peindre des mammifères ou encore des insectes, mais la très grande majorité du temps, c'était des oiseaux qui étaient dépeints, et j'ai la chance de posséder un livre dans lequel on a quelques-unes de ces magnifiques œuvres, et je vous invite à vous renseigner sur les différentes estampes que vous pouvez trouver de ces artistes sur internet si vous ne les connaissez pas, et vous verrez la méthode clinique qui est réalisée pour représenter ces oiseaux. C'est juste absolument fascinant. On est capable de reconnaître certains oiseaux d'un seul coup d'œil. On est vraiment sur un art de réalisation, de représentation qui est juste absolument fascinant. Et si vous avez eu l'occasion de découvrir certaines de ces œuvres, vous savez forcément de quoi je parle. Alors ça va de l'Anatide à la grue du Japon, qui est l'un des symboles les plus emblématique du Japon. On a le pan, bien évidemment. On a aussi des oiseaux un petit peu plus originaux, des kakatoès par exemple, qui sont dépeints parmi les différentes estampes que l'on peut trouver. Donc voilà, il y a tout un bestiaire, il y a une concentration d'espèces d'oiseaux que vous allez pouvoir retrouver. Il y a le martin pêcheur aussi qui est extrêmement représenté. On en avait d'ailleurs parlé dans un précédent épisode. Le martin pêcheur qui a donné notamment sa forme au train japonais, le Shinkansen, comme quoi la boucle est toujours bouclée, etc. etc. Donc voilà, les Japonais se passionnent pour les oiseaux depuis extrêmement longtemps en termes de peinture, et le Kachoga, c'est le mouvement justement qui permettait de représenter avec le plus de fidélité possible les fleurs et les oiseaux. J'espère que j'ai pas été trop, j'ai pas perdu trop de monde, parce qu'effectivement il y a beaucoup de termes, etc. Ça peut être un petit peu compliqué. Je m'en mêle un petit peu les pinceaux, mais vous voyez évidemment de quoi je parle. Pas grave. Ok. Bon bah écoute, c'était super intéressant. Moi je m'intéresse beaucoup à l'art japonais aussi, parce que les estampes, je les trouve absolument formidables. Il y a un souci du détail, il y a une qualité dans le trait qui est souvent... c'est quelque chose qu'on ne remarque pas souvent, mais c'est très 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 minutieux, la manière dont ils le font. Et j'aime beaucoup la manière dont ils détaillent les oiseaux. J'ai eu l'occasion et la chance de voir au Japon quelques
C'est vrai. quelques toiles, enfin c'est pas vraiment des toiles, il y avait des paravents, il y avait ce genre de choses, qui étaient avec des oiseaux et justement des fleurs, qui était absolument fantastique. On reconnaît l'espèce de l'oiseau qui est peint sur la toile, même si des fois c'est un petit peu stylisé, où il y a des traits qui sont un peu spécifiques à l'art japonais, on reconnaît quand même l'espèce, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est pas juste un oiseau lambda, c'est vraiment une espèce qu'ils ont décidé de représenter. Donc ça, j'ai de chance de trouver ça assez incroyable. C'est intéressant que tu le précises, parce qu'effectivement on parle de tableaux, on a l'habitude d'imaginer des tableaux de peintres comme on peut les voir dans des musées, alors sans aller forcément sur des scènes monumentales comme les noces de Cana par exemple, qui sont des tableaux gigantesques, mais on a aussi, comme tu le dis, des gigantesques, comment dire, j'ai oublié le terme que tu as utilisé il y a quelques instants, décidément paravent, exactement, qui sont justement qui font parfois des mètres de longueur, où justement on a des oiseaux qui sont représentés. Donc on a aussi des œuvres qui sont de très très grande taille. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande Les oiseaux par les grands maîtres de l'estampe japonaise. C'est aux éditions Azan. Voilà, c'est le livre que j'ai utilisé pour cette petite chronique, et vous aurez donc tout un recueil d'estampes japonaises que vous pourrez consulter à loisir. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Mais pas de souci. Et donc, on reste avec de la peinture, mais plus récente visiblement. Oui, on va aller voir un peintre que vous connaissez certainement parce que son nom est très 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 connu. Il s'agit de Paul Gauguin, voilà, qui s'est éteint donc au début des années 1900. Donc c'est quand même assez récent, mine de rien. Et je crois savoir de quoi tu vas nous parler, mais je te laisse. Attention, pas de révélation, pas de révélation avant la fin. Bon, remarque, on va savoir tout de suite de quoi on parle. Monsieur Gauguin donc avait peint des tas de tableaux. Il faisait partie de plusieurs mouvements dont la peinture est caractérisée par des couleurs assez vives, des formes et un trait qui est pas spécialement très fin, mais vraiment on est plus sur une matérialisation par la couleur d'une expression. Donc on est sur, évidemment de l'expressionnisme, on est sur ce genre de peinture pas spécialement détaillée, mais qui essaie de véhiculer une expression, une sensation, vraiment un sentiment derrière. Donc Paul Gauguin est parti aux Maldives à la fin de sa vie. Et avant de s'éteindre en 1903, il a peint pas mal de tableaux, il a été très très inspiré par cet endroit, et il a peint notamment un tableau que vous connaissez certainement parce qu'il est exposé au musée de Liège en ce moment, et il est extrêmement connu. C'est un des tableaux qu'on connaît quand on parle de Paul Gauguin. Il s'agit du sorcier d'Iva Oa. Donc c'est sur le tableau, pour vous le décrire vite fait, on a donc le sorcier en question, qui est vêtu de bleu avec une grande cape rouge, et qui tient dans sa main un petit rameau, une petite branche, on sait pas trop de quelle plante. Il y a deux femmes derrière lui, cachées plus ou moins derrière un arbre. Et à ses pieds, le morceau le plus important pour nous, il s'agit d'un petit chien, plutôt dans les roues, qui tient dans sa gueule un oiseau. Mais alors il s'agit pas de n'importe quel oiseau, il s'agit d'un oiseau dont la chasse était pratiquée donc à l'aide de chiens à l'époque, et il s'agit d'un oiseau qui aujourd'hui n'existe plus. Alors en l'occurrence, ce petit oiseau, c'est un râle. Alors vous connaissez certainement la famille des râles, des petits oiseaux assez hauts sur pattes finalement, plus ou moins de la taille d'une poule, qui sont inféodés généralement au milieu aquatique aussi, ils sont proches de l'eau.
Et celui-là avait des couleurs assez particulières parce que c'est un râle qui était dans les couleurs bleutées pour le ventre et vert pour les ailes, et notamment sur le visage aussi. Avec un bec tout rouge et des pattes plus ou moins rouges aussi, du moins on suppose, hein, parce que malheureusement on n'a pas d'autre reconstitution de cet animal. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que cet oiseau-là, donc, à l'époque de Paul Gauguin, était certainement sur place, sauf qu'il a disparu dans les années suivantes. Alors on sait pas exactement pourquoi, hein, peut-être trop de chasse, c'était un oiseau qui ne volait pas. Possible. Voilà, possiblement il y avait de la chasse sur place, etc. Donc c'est possiblement un problème. Et puis, c'est un oiseau qu'on a redécouvert plus tard, parce qu'il y a eu une étude scientifique qui s'est faite, alors que je retrouve la date exacte, parce que je ne voudrais pas me tromper. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description, il y a l'étude originale qui est disponible sur le site de Biodiversity Heritage Library, parce que c'est pas tout récent. L'étude originale date de 1988, il y a quand même quelques années, mine de rien. Et dans cette étude-là, on avait David Steadman qui a fait un récapitulatif de tous les oiseaux anciens, fossiles, enfin tous les ossements qu'il pouvait trouver dans cet archipel, donc notamment aux Maldives, et a essayé de répertorier tout ça et peut-être de trouver de nouvelles espèces. Et en l'occurrence, il y a une petite publication où il a classé tous les râles de cette famille, de la famille du genre Porphyrio. Donc son nom scientifique exact c'est Porphyrio paepae. Et donc il a essayé d'expliquer l'évolution de ce groupe à travers les ossements qu'il a retrouvés, qui n'étaient pas des ossements fossiles pour le coup, hein, qui étaient des ossements tout simplement assez récents, pas le temps d'en fossiliser, mais qui étaient des ossements qui dataient donc du siècle précédent. Et c'est assez amusant parce que on est resté finalement plus d'une 50aine d'années comme ça, sans savoir que cet oiseau avait existé, pour le redécouvrir une 50aine d'années plus tard, ou un peu moins, 1988, mais enfin quand même. Okay. Il s'est éteint dans les années 50, on suppose, on n'est pas certain. Pour le redécouvrir grâce à une étude donc, qui a englobé la totalité de cet archipel, pour arriver à savoir ce qu'il y avait eu comme oiseau dessus. Et cette étude s'intéressait plus particulièrement à l'incidence de la présence humaine sur les populations aviennes de la région, et savoir si la colonisation par l'homme de cet archipel avait fait disparaître des espèces, ce qui est évidemment le cas parce que c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout, évidemment. Mine de rien, hein. On voit la Nouvelle-Zélande, on connaît l'histoire des Moas par exemple, on connaît ce genre de choses, et bien évidemment, dans cet archipel-là, ça n'a pas manqué, beaucoup d'espèces se sont éteintes aussi suite à l'arrivée de l'homme. Voilà. Incroyable. Donc c'est juste une petite anecdote qui est assez mignonne finalement, un oiseau qu'on croyait disparu, qui réapparaît dans la peinture de Paul Gauguin. Voilà. Donc si vous voulez aller voir l'oiseau en question, évidemment il y a des reproductions de cette peinture sur le net, vous cherchez le sorcier Diva Oa et vous trouverez cet oiseau sur le côté droit de la peinture. Mais le râle aime bien apparaître et disparaître. Le râle de Cuvier notamment. Le râle de Cuvier qui s'est éteint 2 fois. Alors, est-ce que il s'est vraiment éteint 2 fois? Une bonne question ça. C'est une bonne question, peut-être un prochain épisode. La parole est à la défense. Ah peut-être une prochaine fois. Peut-être une prochaine fois. Elle a dit. Peut-être un prochain épisode, mais c'est vrai que le râle de Cuvier c'est encore un autre exemple d'espèce assez cryptique finalement, qu'on a un peu du mal à catégoriser, mais c'est très intéressant. Voilà, donc c'était juste ma petite histoire de la journée qui m'avait bien plu, que j'ai trouvé d'ailleurs dans un livre. Par contre celui-là je vous le conseillerais pas, parce qu'il est pas 100%. On fait beaucoup de recommandations et de non-recommandations de livres dans les derniers épisodes, je veux pas dire, mais... Oui, c'est vrai. Mais alors celui-là, il est... Alors, bon, l'histoire en elle-même est sympathique, mais la manière de le tourner, c'est un livre sur la cryptozoologie, et qui oublie de mentionner certaines choses en disant, regardez, les cryptozoologues ont réussi à faire des choses, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Donc j'ai un peu du mal quand on prend les faits historiques et qu'on essayait de les faire coller à ce qu'on croit en termes de croyances, voilà. Absolument. Donc voilà, j'ai un peu de mal. Mais après, l'histoire en elle-même, c'est vrai que ça m'y a fait penser, je l'avais oublié, donc je suis partie la rechercher grâce à ce livre. Mais pour autant, je ne vous donnerai pas la référence du bouquin parce que, voilà, c'était pas top comme lecture.
Et ben voilà, non-recommandation réalisée par Sophie. Moi j'aurais une recommandation à vous faire, parce que si vous êtes fan de peinture, et surtout les impressionnistes, parce que les impressionnistes c'est vraiment des maîtres je trouve. Je ne sais pas si tu t'es renseigné sur les peintures de Vincent van Gogh, au niveau des oiseaux. Ah non. As-tu eu l'occasion de voir les peintures de Vincent van Gogh sur les oiseaux? C'est magnifique. Voilà. Il en a fait pas mal. Il a notamment fait celle d'un martin pêcheur qui est absolument fascinante. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi sur internet ces peintures-là, mais nos impressionnistes ont du talent. Oui, ouais. Autant pour dire, j'ai dit expressionniste tout à l'heure parce que je voulais parler d'expression en même temps, mais autant pour moi, c'est de l'impressionnisme évidemment. C'est trop grave, c'est trop grave. Et même du synthétisme d'ailleurs pour la fin de sa vie sur Monsieur Gauguin, voilà, des courants de peinture intéressants. C'est pas mes préférés, mais il faut noter quand même qu'il y avait quelque chose sur l'utilisation de la couleur qui était assez formidable. J'avoue que l'impressionnisme et le naturalisme, c'est quand même les deux genres que j'apprécie le plus. Oui. Parce que bon, William Turner, quoi. Ah, oui. Évidemment. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Paul Gauguin et sur tous les gens qui ont fait une peinture plus ou moins similaire, allez voir ce qu'on appelle l'école de Pont-Aven, qui va regrouper des gens... Alors, après, évidemment, on l'a appelé ensuite l'école de Pont-Aven, c'est pas exactement une école, mais c'est un courant qui va regrouper des gens qui ont fait des tableaux similaires à ceux de Paul Gauguin, qui sont voilà, dans le même style de coloration, même style de forme et de type de sujet abordé. Eh ben fantastique cet épisode de la peinture de la Sterne. On est parti sur un truc totalement différent, mais... Bah ouais, mais ça change, j'ai senti une atmosphère beaucoup plus légère qu'habituellement. Aujourd'hui, c'était l'épisode petite histoire légère. Voilà. Exactement. Merci Sophie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ben, merci à toi. Merci encore à toi. On te retrouve sur Twitter, sur Instagram, @leplumeux, Entracte Science, aux côtés de Julien pour parler oiseaux. Julien, lui, parle de paléontologie. Et on vous retrouve, chers auditeurs et chères auditrices, lorsque ma voix sera de retour, ça y est, elle l'est, eh bien, pour de nouveaux épisodes la semaine prochaine. Et si vous avez manqué les épisodes, si vous voulez écouter les précédents, Sophie a d'ailleurs parlé de 2 épisodes qu'elle a mentionnés de manière rapide en parlant des différents sujets que nous avions évoqués par le passé. Eh bien, n'hésitez pas à aller les consulter. On est sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les plateformes de streaming. On est également sur Apple Podcast. Et si jamais vous ne savez pas quel lien partager, on a un Linktree désormais. Linktree, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un site qui recense l'intégralité de nos liens. Vous retrouverez les liens de l'émission, mais aussi les liens de ceux qui la font. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Parlerons-nous du râle de Cuvier ? Eh bien, il faudra être là dans 7 jours. Salut à tous, salut à toutes. À plus.